nous avons la grande joie d'accueillir pour cette ouverture de notre séminaire que nous n'allons pas présenter aujourd'hui pour ne pas perdre de temps, que nous présenterons lors de la prochaine séance qui aura lieu le mois prochain, dans laquelle j'interviendrai moi-même et je pourrai du coup prendre le temps de présenter les choses un petit peu plus en longueur avec Laura Tavernier. Et donc nous avons la grande joie d'accueillir Alexander Schnell qui vient de Wuppertal, mais je vais laisser Laura le présenter. Très bien. Alors, depuis 2016, et après avoir enseigné près de 10 ans à l'UFR de philosophie de Sorbonne Université, Alexander Schnell est professeur de philosophie théorique et de phénoménologie à l'université de Wuppertal, où il dirige l'Institut für Transzendentale Philosophie und Phänomenologie. Il est l'auteur d'une œuvre considérable, parmi laquelle on peut citer, de manière nécessairement très partielle, Temps et phénomènes, la phénoménologie husserlienne du temps, 2004, Husserl et les fondements de la phénoménologie constructive, 2007, Réflexion et spéculation, l'idéalisme transcendantal chez Fichte et Schelling, 2009, Envoi du réel, 2013, La déhiscence du sens, 2015, ou plus récemment, Qu'est-ce que la phénoménologie transcendantale, 2020, et Le clignotement de l'être, 2021. De la question du transcendantal, on peut dire qu'elle structure en profondeur sa pensée, me semble-t-il, puisqu'elle constitue à la fois l'un des champs privilégiés de son travail d'historien de la philosophie et le fil directeur de sa contribution philosophique propre. En réponse au nouveau réalisme contemporain, Alexander Schnell propose en effet une défense singulière de la perspective transcendantale, réélaborée depuis un site phénoménologique et investie d'une dimension génétique ou constructive qui nécessite sa fondation spéculative. Il a pu ainsi caractériser sa propre position de transcendantalisme spéculatif, et c'est précisément de l'articulation entre le transcendantal et le spéculatif qu'il va nous parler aujourd'hui. Et permettez-moi juste de remercier Laura Tavernier d'avoir co-organisé cette conférence et ce séminaire avec moi, et Dimitri Elmur d'avoir au moins symboliquement participé à l'élaboration de cette conférence et de nous avoir accueillis à l'École normale supérieure. Donc un très grand merci d'être présent et nous vous écoutons. Oui, donc je tiens d'abord à remercier vraiment très chaleureusement l'Université Sorbonne pour cette invitation et cet honneur d'inaugurer ce séminaire sur les limites du transcendantal. Un grand merci à Jean-Baptiste Fournier et Laura Tavernier. Et un grand merci également à Dimitri Elmur pour cette invitation de la part de l'École normale supérieure. L'idée des limites du transcendantal donne à penser. Et je félicite les organisateurs pour le choix de ce thème qui est subtil et profond. Le transcendantal a vu le jour chez Kant lors d'une réflexion sur la délimitation nécessaire de l'expérience. L'expérience est limitée d'une part par ce qui la transcende, donc par ce qui est au-delà de l'expérience et échappe à toute connaissance, et elle est limitée aussi d'autre part par ce qui est en deçà de l'expérience, par ce qui la rend possible. Et cela relève chez Kant non pas du transcendant, mais précisément du transcendantal. Le transcendantal a donc d'abord fondamentalement le caractère d'une limite. Or, ce qui nous est demandé ici, c'est de traiter des limites du transcendantal lui-même. Si on tente une analogie avec ce que je viens d'esquisser, on peut se demander si le transcendantal admet à son tour un au-delà et un en deçà. Et ça pourrait se comprendre d'abord de deux façons. Soit on détermine le transcendantal par rapport à un concept précis. Par exemple, justement, par rapport à l'expérience et à ce qui la transcende. Soit on inscrit le transcendantal entre deux régimes, tels que par exemple le fini et l'infini, l'instabilité et la stabilité, l'être et le devenir. Peut-être que d'autres personnes emprunteront la première ou la deuxième voie au cours de ce séminaire. Pour moi, ce ne sera pas exactement l'option que je choisirai aujourd'hui. J'interrogerai plutôt les limites du transcendantal en m'engageant dans une radicalisation du transcendantal, ce qui n'exclut pas que je me rapprocherai par moments de la seconde voie. Et les limites du transcendantal seront alors exhibées de l'intérieur même du transcendantal. Bien entendu,
il faudrait entamer une telle interrogation en clarifiant d'abord le sens de cette notion du transcendantal. Ça s'impose parce qu'elle n'a pas tout à fait la même signification chez les représentants majeurs de la tradition de la philosophie transcendantale. Mais je ne m'y attarderai que très brièvement et me permets de renvoyer sur ce point à des publications antérieures. Je dirais seulement ceci. Il y a, à mon sens, 3 définitions majeures et fondamentales du transcendantal à partir de Kant, dont toutes les autres ne sont que des variantes et des dérivations. La première définition est celle de Kant, justement. L'auteur de la critique de la raison pure introduit ce concept pour qualifier la connaissance, et notamment les pouvoirs de connaître, relève du transcendantal ce qui, d'une manière générale, constitue un rapport a priori à l'objet. Plus exactement, un rapport entre le sujet connaissant et l'objet à connaître. Et l'explique. Kant nomme plus spécifiquement transcendantal toute connaissance qui s'occupe de notre manière de connaître des objets en tant que cette manière de connaître ces objets doit être possible a priori. S'y ajoute l'idée qu'il n'y a pas, d'après Kant, le transcendantal, que le transcendantal ne constitue pas un champ ou un domaine propre. Le transcendantal est mobilisé par Kant pour résoudre à chaque fois un problème particulier. Qu'est-ce qui rend compte du fait que nous puissions être affectés par quelque chose? Qu'est-ce qui rend possible la synthèse du divers dans un objet? Qu'est-ce qui permet d'expliquer la manière dont une représentation se rapporte a priori à un objet? Qu'est-ce qui permet d'unifier ou de rapporter les unes aux autres les intuitions et les concepts, qui sont des représentations hétérogènes? Ou encore, comment peut-on formuler les principes qui commandent le rapport a priori entre nos représentations et l'objet, etc. La deuxième acception du transcendantal, et ici il est déjà plus difficile de parler d'une définition, est livrée par Fichte. Le transcendantal a chez lui 3 caractéristiques essentielles. Premièrement, il constitue l'unité de l'intuition et du concept. Fichte ne revient pas par là sur la fameuse distinction de Kant, mais il essaie d'établir, relativement au transcendantal, que, d'une manière semblable à la connaissance sensible, on a besoin d'une correspondance entre le concept et l'intuition, et que donc pour pouvoir faire valoir le pouvoir légitimant du transcendantal, il faut que ce qui relève du transcendantal s'exhibe d'une certaine façon intuitivement, dans une intuition que lui, il appelle l'intuition intellectuelle. Autrement dit, Fichte met en avant cette intuition intellectuelle comme type d'intuition spécifique du transcendantal lui-même. Et on ne peut que s'étonner du fait qu'on n'ait pas pris davantage au sérieux cette percée essentielle au sein de la tradition philosophique transcendantale. Ça, c'est le premier point. Donc, deuxièmement, une deuxième caractéristique du transcendantal chez Fichte, qui est étroitement liée au premier, le transcendantal se situe à un autre niveau que ce qui est simplement intuitionnable ou simplement pensable. Niveau que Fichte appelle parfois inconscient, mais dans un tout autre sens, bien entendu, que la psychanalyse freudienne ou post-freudienne. Tandis que Kant refusait donc de reconnaître au transcendantal le statut d'un champ propre, Fichte y voit un règne spécifique, un champ à explorer et à exploiter. Et troisièmement, le transcendantal a un pouvoir génétique, génétisant. C'est-à-dire que ce qui, selon lui, appartient spécifiquement
au transcendantal en tant que ce qui rend possible quelque chose coïncide avec ce qui appartient à une déduction transcendantale en tant que procédé légitimant. Tout cela constitue, j'insiste, un niveau différent ou une sphère nouvelle. Et troisième représentant majeur de la philosophie transcendantale, c'est Husserl. Chez Husserl, la définition du transcendantal est livrée dans son dernier livre, plus exactement dans le paragraphe 26 de la fameuse Crisis, la crise de la science européenne et la phénoménologie transcendantale. Cette définition du transcendantal est liée à d'autres passages, notamment à plusieurs extraits des IDN 1. Le terme transcendantal, remarque Husserl à la fin de sa vie, je cite, vise la question à rebours de la source ultime de toute formation de connaissance. En allemand, Erkenntnisbildungen. La source ultime de la méditation que le sujet connaissant fait porter sur soi-même et sur sa vie connaissante, dans laquelle vivent toutes les formations scientifiques, wissenschaftliche Gebilde, sont valides pour ce sujet. Fin de citation. Et il faut souligner qu'il est partout question ici de Bildungen, de formation en image ou par image. Le transcendantal renvoie ainsi chez Husserl à l'autodévoilement du champ de l'expérience de la subjectivité en tant que celle-ci fait précisément l'expérience du monde, de tout ce qui le contient, etc. Et en tant que cet autodévoilement est en même temps une Bildung, une configuration ou une Bildung, qui, comme précise le paragraphe 55 des IDN 1, est une Sinnbildung, c'est-à-dire une configuration ou formation du sens de l'apparaissant. Il ne s'agit donc pas, comme chez Descartes, de trouver un critère indubitable de toute connaissance, et transcendantal ne veut pas dire non plus se rapporter à de simples conditions de possibilité de la connaissance. Il s'agit bien plutôt d'ouvrir un champ phénoménologique qui répond de cette Sinnbildung, de cette formation de sens de l'apparaissant. Et cette notion de Sinnbildung est décisive. S'ouvre ici, comme dit Husserl, un monde nouveau qui est clos, fermement clos, et pourtant sans limite vis-à-vis de la réalité mondaine. Il explique que si X partage avec Y une limite, il y aura encore une communauté d'essence entre les deux. Et c'est pour cette raison qu'il ne confère pas de limite au transcendantal. L'être absolu qu'est ce nouveau monde de la Sinnbildung est plutôt totalement indépendant de tout être mondain ou naturel. Et la difficulté, voire le paradoxe, est ainsi de penser à la fois la clôture ou l'indépendance et le caractère illimité de l'être absolu du sens vis-à-vis de la réalité mondaine. Voilà donc la tâche que nous confie, telle est ma thèse, le transcendantalisme husserlien. Donc de penser ensemble cette clôture et indépendance de l'être absolu vis-à-vis de l'être absolu du sens vis-à-vis de la réalité mondaine et en même temps son caractère illimité. Et il faudrait voir si c'est exactement la même problématique que celle de l'ontogénèse qui intéresse un grand phénoménologue contemporain, Grégory Jean, ou pas, ou si ce n'est pas la même problématique. Et il faudrait voir également si la méréologie, telle que la met en avant
Pablo Posada Varela, ne montre pas une issue à la difficulté mentionnée. Quoi qu'il en soit, je ne me limiterai pas exclusivement dans ce qui suit à Husserl, mais je n'en respecterai pas moins à chaque fois les contraintes phénoménologiques. Il apparaîtra cependant que le fait d'aborder la question des limites du transcendantal, en dévoilant à ses fondements une dimension spéculative, implique une remise en cause des outils méthodologiques classiques de la phénoménologie. Je vais diviser mon intervention en deux parties. Dans la première partie, j'esquisserai brièvement l'accès aux limites du transcendantal par trois voies différentes. Une première voie, proprement phénoménologique, qui introduit la distinction entre l'immanence ou la phénoménalité d'un côté et la pré-immanence ou la pré-phénoménalité de l'autre. Je vais m'expliquer là-dessus tout de suite. Une deuxième voie, logique, qui explique le sens d'une logique transcendantale dans une perspective phénoménologique, en y identifiant une lacune qu'il s'agira de combler. Et une troisième voie, qui vise les structures de transcendantalité au sein de la préimmanence, qui aura été identifiée dans la première voie, structures de la transcendantalité qui vont reconfigurer complètement l'architectonique de la phénoménologie. Et ensuite, une deuxième partie qui s'attellera à mettre en évidence le sens et le statut de ce que j'ai appelé, dans mon dernier livre, Le clignotement de l'être, la matrice générative de la Sinnbildung ou du sens se faisant. Cette matrice va réaliser la fondation spéculative de la phénoménologie en exhibant les dites structures de transcendantalité. Donc, première partie, les trois voies d'accès aux limites du transcendantal. L'amorce de l'entrée dans la problématique des limites du transcendantal s'effectuera à partir de ce que Stanislas Julien nomme, dans ses excellents travaux sur Derrida, la bordure interne du champ phénoménal. Donc si vous voulez, la bordure subjective, la bordure immanente. Ou encore à partir de ce que j'ai appelé moi-même, dans mes premiers travaux sur Husserl, la sphère pré-immanente du champ phénoménologique. Ce premier point, ce point de départ, s'ancre d'abord explicitement dans la phénoménologie transcendantale de Husserl. Donc je vous ai dit que, contrairement à Kant, chez Fichte et Husserl, le transcendantal constitue d'une certaine façon un champ particulier qui est à exploiter et à explorer. Et ce champ, en phénoménologie, qu'on appelle le champ phénoménologique, est plus complexe qu'il n'y paraît. Classiquement, on le comprend à partir de l'affirmation de Husserl, selon laquelle, avec ses outils méthodologiques fondamentaux, l'époquée et la réduction, s'ouvre, comme je l'ai déjà dit, s'ouvre un monde nouveau, celui de la Sinnbildung, qui rend compte du sens de l'apparaissant. Ces outils méthodologiques de l'époquée et de la réduction permettent, en se servant du fil conducteur d'objets constitués, de mettre en évidence les structures ou processus constitutifs de ces objets ou de ces objectivités. Selon Husserl, ça concerne les différents types d'intentionnalité qui correspondent aux différents types d'objets qui sont mis en évidence au préalable par le phénoménologue et qui sont choisis comme fil directeur. Ces intentionnalités qui constituent donc le sens de ces objets ne sont pas visibles ou ne sont pas conscientes dans l'attitude naturelle. Leur mise en évidence exige un changement de regard. Ce qui s'y laisse établir est toujours sous le règne d'une évidence intuitive, garante de la certitude de ce qui est décrit. Et l'ensemble de ces structures ou processus constitue précisément
le monde nouveau indiqué à l'instant. Ce sont là des choses relativement connues, je n'insiste pas davantage là-dessus. Bon, mais maintenant il se trouve qu'il y a des problèmes phénoménologiques qui ne sont pas solubles au niveau de la sphère immanente, au niveau de ce champ phénoménologique tel qu'on l'admet classiquement. L'exemple le plus connu relève de la phénoménologie du temps, et plus particulièrement de la constitution de la temporalité immanente elle-même. Si la temporalité des objets apparaissants, qui ont certes été mis entre parenthèses par l'Épocée, si cette temporalité des objets apparaissants est constituée par les modes subjectifs de l'intentionnalité, ce que Husserl appelle la rétention et la protension, qu'en est-il de la temporalité de ces modes subjectifs eux-mêmes? Est-elle constituée à son tour par des modes subjectifs plus enfouis, plus profonds, ou requiert-elle une constitution dans la temporalité objective? Donc la temporalité subjective est-elle constituée par une temporalité subjective encore plus profonde, ou est-ce que au fondement de la temporalité subjective, il y a encore une temporalité objective? Dans le premier cas, dans le cas qui consisterait à dire que la temporalité subjective est constituée par une temporalité subjective plus profonde, la question se répéterait à nouveau, ou se poserait à nouveau. On demanderait, mais du coup, cette temporalité subjective plus profonde est-elle à nouveau constituée dans une temporalité subjective encore plus profonde, et on risquerait ainsi de tomber dans une régression à l'infini. Dans le second cas, si on dit que la temporalité subjective est constituée par des modes objectifs, on tomberait dans une pétition de principe, car ce dont il s'agissait de rendre compte dès le départ, c'était précisément les modes objectifs de la temporalité. Alors comment Husserl résout-il ce problème? Il résout ce problème en ouvrant la sphère de ce qu'il appelle une temporalité pré-immanente ou pré-phénoménale, une notion pré-phénoménalité ou pré-immanence qui a déjà été introduite dès 1907 quand il s'est occupé de questions analogues concernant la constitution de la spatialité, chose et espace. Mais la phénoménologie du temps et de l'espace n'est pas le seul cas de cette prise en compte d'une pré-phénoménalité ou une pré-immanence. On peut renvoyer par exemple à l'intersubjective, à la phénoménologie de l'intersubjectivité, de la matière originaire, etc. Bon, donc, Husserl ouvre le champ d'une pré-immanence ou d'une pré-phénoménalité, et la question est maintenant de savoir ce qu'on y trouve. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette sphère pré-immanente ou pré-phénoménale? Eh bien, les textes de Husserl, même ses manuscrits de travail, ne nous renseignent pas à ce propos. Et on constate, d'une manière plus générale, que la littérature phénoménologique ne s'est pratiquement jamais penchée sur cette problématique. Pourquoi? Eh bien, la raison est peut-être qu'il s'agit là d'une démarche opératoire, au sens où Fink a pu parler de concepts opératoires. Dans mes propres élaborations d'une phénoménologie constructive ou générative, véritable plongée dans la préimmanence, je tente de répondre à ce problème et j'essaye de combler cette lacune. Alors, pour pouvoir dire ce qu'on trouve dans la sphère préimmanente, il faudrait d'abord faire des considérations d'ordre méthodologique. Il faudrait en fait étendre les outils méthodologiques classiques, et j'ai commencé à le faire dans les livres La déhiscence du sens et Le clignotement de l'être. Ces nouveaux outils phénoménologiques sont la construction phénoménologique, l'épopée hypophysique et l'induction phénoménologique.
Ce sont là les pendants, si vous voulez, qui relèvent cette fois de la sphère préimmanente, de ce qui, dans la sphère immanente, correspond à la description phénoménologique, à l'époqué et à la réduction. Bon, je ne peux pas entrer plus dans les détails, je ne fais qu'affirmer cela ici. Donc ça, c'est la première remarque méthodologique. Et la deuxième est la suivante. Je tiens à préciser que ce qui est ici présenté exprime une prise de position très ferme eu égard à la nécessité pour la phénoménologie de prendre au sérieux des enjeux gnoséologiques. La question de la connaissance, la question de la légitimation de la connaissance reste, à mon avis, une tâche qui nous est donnée à résoudre. Récemment, il est question de toutes sortes de tournants en phénoménologie. J'ai l'impression que ces tournants ont en réalité pour objectif essentiel de se détourner des enjeux gnoséologiques initiaux de la phénoménologie. Et j'aimerais faire entendre une autre voix qui s'engage dans une réhabilitation de cette approche gnoséologique, donc de la question de la connaissance, mais évidemment en tenant compte de toutes les critiques qui ont déjà été formulées à son encontre depuis pratiquement le début, depuis les débuts de la phénoménologie. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que cette réhabilitation d'une approche gnoséologique exige en même temps, et telle est ma thèse, de prendre en considération des éléments spéculatifs en phénoménologie. Et on peut évidemment, de façon tout à fait justifiée, se demander si cette démarche-là reste en dernière instance vraiment phénoménologique. C'est une question c'est un débat qui s'enchaîne à cela. Donnons-en d'abord les éléments. Donc je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'on trouve dans la sphère préimmanente ? Si on considère cette interrogation du strict point de vue gnoséologique, on peut y déceler 3 démarches opératoires, ou je dirais 3 opérations synthétiques, ou 3 types de synthèse, auxquels correspondent 3 genres de construction phénoménologique. Depuis la première déduction des catégories dans la critique de la raison pure, l'idée qu'il y a 3 synthèses ouvre une perspective qui aura un avenir important dans la philosophie transcendantale. Je ne citerai que les 3 synthèses de l'entendement de la première déduction transcendantale des catégories chez Kant, les 3 synthèses passives du temps dans Différence et répétition de Deleuze, et les synthèses passives de premier, deuxième et troisième degré dans les méditations phénoménologiques de Richier. Et donc moi je propose une nouvelle lecture de 3 synthèses comme ce que l'on trouve donc dans la sphère préimmanente. La première synthèse, ou le premier type de synthèse, est une synthèse post-factum. Je m'expliquerai tout de suite là-dessus. La deuxième est une synthèse radicale qui vise une unité ultime. Et la troisième est une synthèse génétique ou générative. Pour être un peu plus précis, la première synthèse cherche toujours, par exemple chez Husserl ou Merleau-Ponty, une synthèse pour une opposition antithétique, mais à la manière d'une synthèse post-factum parfaitement assumée. Synthèse post-factum veut dire on a une opposition entre 2 termes et on stipule que pour dépasser cette opposition, il y a un troisième terme, un terme synthétique, qui permet de dépasser cette opposition. Par exemple,
le terme synthétique pour cette opposition entre la temporalité objective et la temporalité subjective dont j'ai parlé tout à l'heure. Ou le terme synthétique pour l'opposition entre la dimension égologique et la dimension intersubjective de la subjectivité transcendantale. La deuxième synthèse se dirige radicalement vers un principe unitaire. Par exemple, la vie auto-active chez Michel Henry ou le sublime phénoménologique chez Richir. Ça porte chez lui des noms différents, mais ça vise toujours le même principe. Et la troisième synthèse, le troisième type de synthèse, rejette l'idée d'une synthèse post-factum et élabore, moyennant une synthèse générative justement, une conception quasi dialectique de la légitimation de la connaissance ou de la légitimation du rendre compréhensible transcendantal, pour utiliser les termes de Husserl dans la Crisis. Une telle conception, cette troisième type de synthèse, n'a pas été développée dans l'histoire de la phénoménologie. Elle constitue une tentative qui cherche à contribuer à l'élucidation de la phénoménologie comprise comme idéalisme transcendantal. Avant de développer davantage ce qui est ici en jeu, je passerai maintenant à la seconde voie ou à la deuxième voie d'accès aux limites du transcendantal. Cette deuxième voie est celle par la logique transcendantale. Qu'est-ce que la logique transcendantale ? La logique transcendantale vise deux choses. Elle cherche à établir le bien fondé d'un possible rapport a priori à l'objet, et en ce sens-là, elle correspond parfaitement à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du transcendantal lui-même, chez Kant. Et, deuxièmement, elle ambitionne une autofondation du savoir. Son objet est le savoir, elle est donc philosophie en un sens éminent. Et ça, ce n'est plus Kant qui dit ça, ce n'est pas exprimé comme tel par Kant, qui a pourtant fondé le premier, la logique transcendantale. En revanche, c'est l'idée qui gouverne le projet de Fichte et, dans un autre sens, celui de Husserl. Donc, exactement comme pour le sens du transcendantal, on voit que ce sont, une fois de plus, Kant, Fichte et Husserl qui ont conçu les trois programmes fondamentaux et décisifs d'une logique transcendantale. Pour Kant, la logique transcendantale traite du rapport de la pensée à l'objet en tant que ce rapport est pensé de façon pure, moyennant les catégories et leurs déductions, et que ce rapport est gouverné par les principes de l'entendement pur. Pour Fichte, la logique transcendantale a pour objet de génétiser, c'est-à-dire de légitimer transcendantalement, ce qui pour Kant reste une simple donnée, à savoir le factum des facultés de connaître, sensibilité et entendement, ainsi que le point suprême qu'est la perception transcendantale. Donc le point de départ de Fichte est le savoir en tant que coïncidence et inséparabilité de la pensée et de l'intuition. Le concept relevant d'une logique transcendantale, moyennant lequel Fichte déploie la structure du savoir, c'est le concept d'image. Cette image représente pour Fichte la teneur du savoir. Et elle s'auto-réfléchit, elle se rend évidente à elle-même. C'est pour ça que le terme d'image en français est problématique. On n'entend pas ça en français quand on entend image. C'est évidemment seulement en allemand avec le terme de Bild que cette idée-là peut faire sens. Parce que dans Bild, il y a à la fois l'idée d'un Abbild, d'une copie, mais aussi d'une production active. Bilden, c'est former, configurer. Bon, et cette image, Fichte la nomme aussi apparition, Erscheinung. La tâche de la logique transcendantale est ainsi, et ça c'est très important,
La tâche de la logique transcendantale pour Fichte est la construction génétique de l'apparition. En tant que construction génétique de la structure réflexive et auto-évidente du savoir. La logique transcendantale, en tant que lieu d'une genèse pure du savoir, déduit chez Fichte la forme imaginale de la teneur de ce savoir. Et cette teneur elle-même sera ensuite l'objet de la doctrine de la science elle-même. Ça veut dire que la logique transcendantale a pour Fichte une sorte de rôle propédeutique ou préparatoire par rapport au déploiement de la doctrine de la science elle-même. Et maintenant vient le point le plus important dans cette deuxième voie aux limites du transcendantal telle que je la conçois. Husserl, quant à lui, ne défend pas l'idée d'une séparation entre forme et teneur du savoir, dissociant, comme c'est le cas chez Fichte, la logique transcendantale de la doctrine de la science proprement dite. Chez Husserl, bien au contraire, la forme et la teneur du savoir coïncident. Et c'est le cas également de la logique transcendantale et de la doctrine de la science chez Husserl, qui coïncident également. Alors, pour pouvoir expliquer ce que je veux dire, je voudrais simplement rappeler la distinction chez Husserl entre les différentes sciences eidetiques, eidetische Wissenschaften. C'est important pour comprendre le statut de la logique transcendantale chez Husserl. Husserl distingue entre la science eidétique formelle et la science eidétique matérielle. La science eidétique formelle, c'est la logique formelle, mais qu'il n'entend pas dans le sens habituel. C'est la logique formelle qui se scinde à son tour en une apophantique formelle, une doctrine des formes du jugement, et une ontologie formelle, qui est la doctrine des formes des objets en général. Donc la logique formelle au sens phénoménologique, pas au sens de la logique habituelle, la logique formelle distingue entre deux disciplines formelles, l'apophantique et l'ontologie, qui traitent respectivement des formes du jugement et des formes des choses en général. Voilà, donc ça c'est du côté de du côté formel. Maintenant, il y a aussi une science eidétique matérielle, et c'est elle qui correspond, selon Husserl, à la logique transcendantale. Cette eidétique matérielle ou logique transcendantale étudie la conscience pure, la conscience transcendantale, qui, prise dans sa radicalité, est à l'origine de la teneur ou de la matière, comme dit Husserl, des objets. Et non pas des formes qui, encore une fois, relèvent de la logique formelle. Et les concepts méthodologiques centraux de la logique transcendantale chez Husserl sont les concepts de l'évidence intuitive et de la description. Donc le point important sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que la logique transcendantale de Husserl, en tant que phénoménologie descriptive, traite du rapport à l'objet, compris dans sa dimension eidético-matérielle. Or, la thèse que je défends est que cette façon de situer la logique transcendantale en phénoménologie entièrement du côté de l'eidético-matériel ne tient pas compte du fait qu'il y a des aspects relevant de la dite genèse de la structure réflexive du savoir, qui ne sont ni purement formels, et ne relèvent donc pas de la logique formelle, ni matériels au sens de Husserl. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a en fait une lacune dans l'architectonique logique de la phénoménologie. On a d'un côté la logique formelle et de l'autre côté la logique transcendantale ou logique matérielle, si on veut. Mais il y a
un aspect de l'éditico matériel qui n'est pas... Non, pardon. Il y a un aspect de la logique transcendantale qui ne relève pas de l'éditico matériel, mais plutôt de ce qui précisément permet de rendre compte de la légitimation du savoir comme savoir. Ou autrement dit, la genèse de la structure réflexive du savoir se doit d'être intégrée dans le champ phénoménologique, dans le champ de la logique transcendantale. Il faut en faire un phénomène phénoménologique. Et les trois synthèses ou trois opérations synthétiques submentionnées constituent précisément l'objet d'une telle logique transcendantale. C'est-à-dire de cette partie de la logique transcendantale qui n'est pas directement matérielle. Et on pourrait appeler cette partie-là une logique transcendantale générative. Donc, l'objectif ici visé consiste ainsi non seulement à mettre en évidence une lacune au sein de l'architectonique des sciences éditiques husserliennes, mais encore à élaborer un dispositif qui permet de combler cette lacune. Et maintenant, j'en viens à la troisième voie d'accès aux limites du transcendantal. À la suite de Husserl, Laszlo Tengeli a développé le concept d'une métaphysique des faits originaires, métaphysique der Urtatsachen, qui est soutenue, selon lui, par un transcendantalisme méthodologique. Ces faits primordiaux sont d'abord le moi, le monde, l'intersubjectivité et l'histoire, ou la téléologie historique. Si ces faits originaires prennent la place du moi, du monde et de Dieu, hérités de la Metaphysica Specialis classique, Tengeli procède également à une transformation de la Metaphysica Generalis, dans la mesure où un cinquième fait, à savoir le fait de l'apparaître lui-même, est pris en compte dans cette élaboration. Après Fink et Richir, l'apparaître en tant qu'apparaître devient donc aussi chez Tengeli un concept de base de la phénoménologie, pour autant qu'elle s'inscrit dans une certaine continuité avec la métaphysique traditionnelle. Bon, eh bien, il convient maintenant de souligner que ce qui est ici en jeu relève, selon la terminologie de Tengeli même, des structures de la facticité qui sont caractéristiques de la sphère immanente. Et la question se pose alors de savoir s'il y a un pendant ou un parallèle de ces structures de la facticité au niveau de la sphère pré-immanente. Est-ce qu'on peut y parler de structure de la transcendantalité? Une autre thèse de ma contribution aujourd'hui consistera à dire, et ça constitue précisément donc une troisième voie d'accès possible aux limites du transcendantal, qu'il y a effectivement deux sortes de structures transcendantales, ou on peut dire aussi de structures pré-phénoménales, qui se présentent à ce niveau. Les trois synthèses introduites plus haut, et également trois concepts fondamentaux de la phénoménologie qui sont la corrélativité, la significativité et la réflexivité. Pour ce point, on peut aisément se convaincre que ces trois concepts sont effectivement les concepts fondamentaux de la phénoménologie, donc la corrélation, le sens et la réflexion. Pour ce point, sur lequel je reviendrai, je renvoie respectivement au paragraphe 48 de la Crisis et au paragraphe 55 et 77 des IDN 1. Trois paragraphes
décisif de l'opérativité de la phénoménologie en général. Donc nous venons de voir que la dimension spéculative dans cette considération des limites du transcendantal est atteinte par la descente dans la sphère pré-immanente ou pré-phénoménale et par ailleurs par une considération d'une logique transcendantale non matérielle en phénoménologie. Celle-ci met effectivement en évidence, telle était l'affirmation, d'abord simplement posée, donc celle-ci met effectivement en évidence et développe les structures de la transcendantalité. Mais comment procéder exactement à partir de là? Nous sommes ici dans une situation assez proche de celle de Kant. Nous avons vu que le transcendantal était mobilisé chez lui pour résoudre des problèmes ad hoc, pour résoudre des problèmes précis, mais qui ne s'intégraient pas dans une sorte de champ global. Et chez Husserl, c'est la même chose avec la préimmanence ou la préphénoménalité. Ce qui commandait le passage du transcendantal kantien au transcendantal fichtéen et husserlien, c'était la nécessité de rendre le transcendantal intuitif. Mais cette fois n'est pas possible ici, car le passage à la préimmanence consiste très précisément en un dépassement de la sphère de l'intuition ou de l'évidence. Ce dont nous disposons ici, nous l'avons vu, ce sont des structures de la transcendantalité. Et ce qui va ici permettre d'aller plus loin, c'est une certaine processualité autoréflexive de ces structures. Nous allons voir que ces structures vont d'une certaine façon se réfléchir elles-mêmes. C'est ici que les limites du transcendantal sont atteintes et que le franchissement de ces limites revient à l'amorce d'une phénoménologie spéculative. Voyons donc à présent quel processus autoréflexif se réalise à partir de là. Il ne s'agit de rien d'autre que de l'élaboration, je l'ai déjà dit, d'une matrice générative du sens se faisant, ou de la Sinnbildung, à partir des trois concepts fondamentaux de la corrélation, du sens et de la réflexion. Et cette matrice correspond à la troisième synthèse présentée plus haut. On pourrait montrer qu'elle est une synthèse des deux premières, une synthèse de synthèse, au cœur d'une phénoménologie spéculative ou d'une dialectique phénoménologique. Et j'en viens maintenant à ma deuxième partie, qui concerne précisément cette matrice générative de la Sinnbildung. Donc un rapide mot sur la démarche qui va suivre. L'idée est qu'il y a donc trois concepts fondamentaux de la phénoménologie, la corrélation, le sens et la réflexion, qui ont été introduits par Husserl, mais que le père fondateur de la phénoménologie n'a réfléchi ni pour eux-mêmes, ni eu égard à leur interrelation. L'objet ici est de faire de cette interrelation un phénomène proprement phénoménologique, ce qui va combler la lacune dans la partie non matérielle de la logique transcendantale phénoménologique. Mais, et telle est la spécificité qui se dégage des considérations précédentes sur la préimmanence, cela s'opère dans une processualité autoréflexive. C'est-à-dire, quand je dis que ces concepts vont se réfléchir eux-mêmes, ça veut dire que, évidemment, c'est nous qui allons réfléchir, mais nous allons le faire à partir du sens même de ces termes. Et nous allons voir que de l'intérieur d'une considération du sens de ces termes, on est appelé à un dépassement, et c'est ça que j'appelle donc un processus autoréflexif. Et cette processualité autoréflexive, c'est précisément ce qui se concrétise dans la matrice générative de la Sinnbildung. Donc, je précise encore une fois les trois éléments ou motifs pour qu'on comprenne bien
de quoi il s'agit. Donc le premier motif fondamental dans l'élaboration d'une telle matrice générative consiste à faire de la corrélation transcendantale phénoménologique, le thème de la réflexion. La première chose, c'est de s'interroger, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par toute conscience est conscience de quelque chose? En phénoménologie, nous avons toujours un rapport sujet-objet, un rapport conscience-monde. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, quelle est en particulier, pour ainsi dire, la quintessence du rapport de corrélation? De cette première question s'ensuit une deuxième, ou un deuxième motif, qui doit, une fois pour toutes, ériger en phénomène phénoménologique le principe du rendre compréhensible de la connaissance et partant l'essence de la Sinnbildung. Et enfin, et ça ce sera le troisième motif, il s'agira de clarifier la nature de la réflexion phénoménologique elle-même. Donc, corrélation, sens et réflexion, ou corrélativité, significativité et réflexivité. Voilà les trois concepts fondamentaux qui traversent, en leur co-appartenance et en leur rapport mutuel, la matrice générative du sens se faisant. Le projet qui va maintenant suivre se développe ainsi selon la teneur spécifique d'une phénoménalité qui englobe la structure sensée, sinnhaft, la structure sensée et réflexive de la corrélativité phénoménologique, de la significativité, du fait qu'il y ait du sens, et de la réflexivité. Et l'interrelation de ces trois termes va donc apparaître comme phénomène phénoménologique ainsi. Et maintenant, ce qui me reste à faire pour ce soir, c'est de développer la teneur de ces trois concepts et d'esquisser, pas en détail, mais juste sur les points essentiels, cette processualité autoréflexive dont je viens de parler. Donc, premier concept, c'est la corrélation phénoménologique. Ce qui sous-tend cette corrélation, c'est, on le sait, l'intentionnalité. Si cette intentionnalité ne doit pas simplement revenir à un redoublement du donné dans une modalité de la conscience, ni non plus au fait que quelque chose de donné soit actuellement conscient, et s'il s'agit d'expliquer par la suite comment la Sinnbildung, c'est-à-dire la configuration constitutive du sens de l'apparaissant, est possible, alors il faut mettre en évidence la caractéristique fondamentale qui assure à chaque fois le rapport à l'objet. Et nous voyons dans quelle mesure nous nous situons ici dans la continuité, dans le prolongement de ce que Kant et Fichte avaient identifié comme logique transcendantale et comme question transcendantale. Une telle propriété fondamentale qui assure donc ce rapport à l'objet peut être appelée, en renvoyant à l'approfondissement heideggerien du concept husserlien d'intentionnalité, qui place cette élaboration à un niveau en deçà de la séparation de ce qui relève de la connaissance et de l'être, on peut appeler ça une précésie qui ouvre l'horizontalité. La corrélation phénoménologique ne désigne jamais un rapport simplement statique ou mécanique. Et c'est pour ça que je parle ici d'horizontalité. Elle exprime plutôt l'idée que toute donation de quelque chose est inscrite dans le cadre horizontal de la compréhensibilité. Cette compréhensibilité n'est pas nécessairement transparente, loin de là. Elle peut être inconsciente ou non actuellement consciente de n'importe quelle autre façon. Ce qui importe seulement, c'est que l'on oppose à l'être en soi une perspective qui révèle l'être comme ouvert
à la conscience, à l'être conscient. Or, qu'est-ce qui est horizontalement présaisi dans la corrélation? La présaisie est toujours, Fink l'a souligné à juste titre, une présaisie de l'apparition du sens et de l'ordre du sens. Le sens désigne à chaque fois la significativité en tant que sens de quelque chose d'apparaissant. L'apparaissant apparaît toujours en tant que quelque chose, als etwas. Et c'est cela qui en constitue le sens. C'est pour ainsi dire le revers de la médaille du fait que le quelque chose s'inscrit dans la corrélation. L'objet n'est pas compris dans son existence empirique, mais en tant que sens. Et enfin, quant à la modalité de la réflexion, spécifiquement phénoménologique, qui est toujours en même temps une autoréflexion, elle suppose l'induction transcendantale, c'est-à-dire ce processus d'une performativité spécifique de la réflexion proprement phénoménologique. Voilà donc les trois concepts. Et l'autoréflexion phénoménologique de ces trois concepts, qui en dévoile l'interrelation, s'accomplit maintenant en trois temps. Nous allons maintenant avoir trois niveaux, si vous voulez, où ces trois concepts vont s'auto-réfléchir, et on va voir comment ça se présente et quelle interrelation effectivement apparaît à partir de là. Et c'est le dernier point de ma conférence. Premièrement, premier niveau. Je viens de le dire, la propriété fondamentale de la corrélation est donc sa présaisie qui ouvre l'horizontalité. Une première autoréflexion sur cette présaisie qui ouvre l'horizontalité visera la structure de la conscience, l'ouverture de l'horizontalité, pour autant que ça donne lieu à un projet en vue du sens. Et troisièmement, le concept d'abord vide de contenu du rendre compréhensible qui est opposé au principe même de la connaissance. Je m'explique. Donc nous sommes ici au niveau d'une première réflexion et nous accédons ici au premier niveau qui rend transcendamentalement compréhensible ce qui rend possible la corrélation, le sens et la réflexion, ainsi que leur enchevêtrement mutuel. Et éclate alors une triple dualité, celle du sujet et de l'objet. Ça c'est c'est ce qui est du côté de la corrélation. Dualité du sujet et de l'objet qui constitue la scission originaire de la conscience. Deuxièmement, la dualité du sens projeté et du sens qui se donne, car au projet du sens répond à chaque fois une donation du sens, au niveau de laquelle peut être vérifiée de manière progressive et moyennant des corrections sans cesse renouvelées, l'adéquation de ce projet. Et, troisièmement, celle de ce que j'appellerais, faute de mieux, l'image originaire et la copie du principe qui rend compréhensible la connaissance. Pourquoi image originaire et pourquoi copie? Parce que ce que vise le projet de la saisie du principe de la connaissance, c'est en effet une sorte d'image originaire, peut-on dire, et ce en quoi il est d'abord saisi, en son caractère de simple projet, c'est sa copie. Ce vocabulaire est repris à la tradition philosophique et traduit l'idée que le fait de faire du principe, du rendre compréhensible le thème de la réflexion, dévoile là encore une structure de corrélation. Ça, c'est donc le premier niveau. Maintenant, il y a un deuxième niveau, une deuxième autoréflexion, qui va ensuite ouvrir le deuxième niveau de la matrice générative du sens se faisant.
cette deuxième autoréflexion laisse s'accomplir l'autoréflexion des trois dualités que je viens d'introduire. Premièrement, dans la considération autoréflexive du rapport de conscience, c'est-à-dire du rapport sujet-objet, c'est-à-dire là où la conscience devient conscience de la conscience, se cristallise la conscience de soi. Ça ne veut pas dire, comme par exemple chez Hegel, que la conscience de soi serait la vérité de la conscience, mais que la conscience de soi se laisse tout d'abord élucider dans le processus de la réflexion et dans sa genèse. L'autoréflexion de ce qui ouvre l'horizontalité est la vraie origine du soi. Deuxièmement, maintenant on passe à ce qui relevait du sens. De l'autoréflexion de la dualité du sens projeté et du sens qui se donne découle l'idée que l'échelle de vérité est à chaque fois déplacée et ne se laisse pas appliquer de façon définitive. Ou, autrement dit, on rencontre ici une vérité herméneutique qui ne débouche pas sur des vérités ultimes, stables, mais qui tire les conséquences de l'idée herméneutique d'après laquelle la vérité relève à chaque fois seulement de l'accomplissement d'une vérité, toujours à réaliser à nouveau frais. Et enfin, troisièmement, à ce deuxième niveau, le rapport entre la copie et l'image originaire du principe de la compréhension ou de la connaissance est à son tour autoréfléchi. Et qu'est-ce qui résulte de cette autoréflexion ? Eh bien, c'est l'idée que la simple copie qui a été projetée ne peut pas être la source originaire de l'élucidation de la connaissance, elle n'en est que le concept qui lui est opposé. Et ce concept se conçoit dans cette autoréflexion en tant que simple concept. Mais ce qu'on cherche, ce n'est pas le concept de ce principe de la compréhension, mais la compréhension elle-même. Donc pour pouvoir parvenir à la source la plus profonde, ce qui vient d'être projeté, c'est-à-dire ce qui a simplement été représenté, doit en quelque sorte être anéanti. Précisément parce qu'il n'est qu'une telle copie abstraite. Et à travers cet anéantissement se forme ou se configure un nouveau moment, non plus une simple apparition projetée, ce qui était inévitable dans la première étape, mais un procédé réflexif engendré génétiquement par l'anéantissement de la copie d'abord projetée et la survenue de la source de la connaissance originairement imaginale. Et en quoi consiste ce moment? S'il est censé n'être pas purement formel, il consiste très précisément dans un projeter et anéantir simultané. Et on peut nommer ça plasticité. Plus exactement, une plasticité réflexive, parce que ce terme de plasticité exprime justement cette double signification d'un anéantir projetant ou d'un projeté anéantissant. Bon, et enfin, on arrive au troisième niveau, à la troisième autoréflexion. Et cette troisième autoréflexion qui s'accomplit ici n'est plus une réflexion sur quelque chose qui est d'abord donnée, mais une autoréflexion intériorisante qui donne accès au registre ultime de la matrice générative de la Zen-Bildung.
Et là, encore une fois, trois concepts, trois points, qui correspondent à chaque fois aux trois du premier et du deuxième niveau. L'autoréflexion intériorisante de la conscience de soi ouvre une sphère en deçà de la scission sujet-objet et aussi en deçà du rapport réflexif à soi dans et à travers la conscience de soi. Elle n'est autre que la sphère pré-phénoménale ou pré-immanente dont il a déjà été amplement question. Elle constitue, pour ainsi dire, la sphère choratique de cette autoréflexion à ce troisième niveau. C'est en elle que le champ originairement transcendantal de la Zenbildung devient accessible, lequel champ se précise ensuite davantage selon deux autres perspectives. En effet, deuxièmement, il était apparu dans l'autoréflexion de la deuxième dualité, celle du sens projeté et du sens qui se donne, qu'une sorte de vérité herméneutique semblait impliquer l'impossibilité de toute forme de vérité ultime. C'est d'une certaine façon le cas, pour peu que l'on fasse d'un donné présupposé l'échelle à l'aune de laquelle se mesurait toute connaissance. Mais l'absence d'une telle échelle ne veut pas dire qu'il ne faille pas tout de même faire valoir un concept phénoménologique de vérité qui permet d'éviter à la fois l'écueil du réalisme naïf et celui du relativisme. Une telle échelle est fournie justement par l'autoréflexion intériorisante de la vérité herméneutique. Et cette autoréflexion ne constitue pas un nouveau projet de signification ou une nouvelle interprétation qui pourrait encore être dépassée dans d'autres projets ou dans d'autres interprétations, mais elle revient au concept d'une construction phénoménologique, d'une construction génétisante. Il en va là d'un construire dans l'ouvert de la sphère pré-phénoménale qui ne révèle son adéquation et sa légalité nécessaire que dans la construction elle-même. Et elle peut relever soit d'une synthèse post-factum, soit d'une synthèse visant une unité radicale. Ça veut dire que cette vérité générative ou tout simplement cette générativité qui est donc celle de la sphère de la constructivité phénoménologique et génétisante, exprime l'idée que cette forme de vérité qu'on a ici n'est pas celle d'une adéquation, n'est pas celle d'une adéquation entre une chose ou un objet prédonné et une pensée qui se mettrait en adéquation ou non par rapport à cela, mais c'est l'idée qu'on a une vérité générative partout là où, d'une certaine façon, le rapport possible éclot d'abord dans la construction phénoménologique. Et enfin, troisième concept au troisième niveau, l'accomplissement après coup dans l'autoréflexion de la source originaire de la compréhension de la connaissance rend à son tour nécessaire une troisième autoréflexion intériorisante. Ce qu'on avait obtenu jusqu'à présent grâce à l'autoréflexion accomplie au deuxième niveau, ça renvoyait, nous l'avons vu, à une double activité opposée, présubjective et plastique, d'un poser et d'un anéantir. Cette activité n'est pas purement mécanique, mais elle peut être saisie dans cette autoréflexion intériorisante. Tout anéantissement est un anéantissement de quelque chose qui a d'abord été posé, et dès lors, il en dépend. Au deuxième niveau, le mode d'accomplissement imageant et configurateur résultait du fait que la simple copie s'était conçue comme telle et en conséquence s'anéantissait. La réflexion intériorisante qui va maintenant être accomplie va plus loin. Elle ne se conçoit pas seulement comme réfléchissante, mais comme ouvrant le réfléchir en sa légalité réflexive.
donc en dévoilant les lois de la réflexion elle-même. Cette légalité réflexive consiste dans le possibiliser, ermöglichen, dans un redoublement spécifique qui détermine originairement le transcendantal et qui rend transparent de manière réflexive le rendre possible en tant que rendre possible du rendre possible lui-même. Ou dans le cas présent, la plasticité dans l'autoréflexion fait justement apparaître la possibilisation. Cette légalité de la réflexion exprime par ailleurs, avec la possibilisation du comprendre, une possibilisation de l'être qui s'y rapporte directement. Pourquoi doit-on faire valoir cette possibilisation de l'être? Et surtout, pourquoi celle-ci apparaît-elle à travers la possibilisation du comprendre? Est-ce qu'on n'aurait pas là un idéalisme exagéré et fou? Alors, il faut faire valoir cette possibilisation de l'être, parce que si la possibilisation du comprendre était purement réflexive, et si elle reposait exclusivement sur une base gnoséologique, alors son caractère de possibilisation resterait abstrait et reviendrait à une simple affirmation. Et elle doit apparaître à travers la possibilisation du comprendre, parce que la possibilisation est située en deçà de la scission entre la théorie de la connaissance et l'ontologie, et qu'elle la rend d'abord possible. Le redoublement possibilisant donne ainsi lieu à une plasticité d'ordre supérieur qu'on pourrait appeler une plasticité réflexible, qui rend possible la réflexion. Au-delà de la première, qui se situait au deuxième niveau de réflexion et qui revient, nous l'avons dit, à une plasticité réflexive. Cette plasticité réflexible est en effet à son tour un anéantissement productif et engendrant, anéantissement de toute positivité expérimentable, d'un conditionnant, et engendrement de ce conditionnant lui-même, se donnant comme excès ontologique, qui livre le fondement, là encore, ontologique, à ce qui est engendré par là, à savoir le fondement recherché de l'élucidation de la compréhension, ainsi que indissociablement, mais ce serait à approfondir, à la réalité de tout apparaissant. Donc je conclus rapidement. J'ai seulement pu concentrer ici à l'extrême, ce qui nécessite évidemment d'être développé de façon bien plus ample et plus approfondie. On retiendra que la matrice générative de la Sinnbildung exhibe 3 triades conceptuelles. Conscience, conscience de soi, préimmanence. Sens, vérité herméneutique, vérité générative ou générativité. Et réflexion, plasticité réflexive, redoublement possibilisant ou plasticité réflexible. Beaucoup de points n'ont pu être abordés que de manière trop condensée, comme par exemple eu égard au statut de la conscience de soi, à la vérité ou encore à l'ontogenèse. À propos de cette dernière, à propos de l'ontogenèse, je dirais simplement qu'elle ne saurait consister en une production de l'être, mais qu'elle se doit de dévoiler l'être dans son caractère intrinsèquement réflexif, réfléchi et réflexible. Je disais au début que les limites du transcendantal seraient traitées de l'intérieur même du transcendantal et dans un certain esprit de radicalisation de la phénoménologie. Cette radicalisation la porte à un niveau spéculatif que, à mon avis, on ne peut éviter ou évincer pour peu que l'on considère que la phénoménologie a toujours son mot à dire dans des débats que la métaphysique a menés depuis ses origines. Merci beaucoup. Alors un immense merci Alexander Schnell pour cette magnifique conférence qui était à la fois une synthèse entre effectivement le spéculatif et le transcendantal avec un ancrage fichtéen qui était extrêmement original et porteur. Et par ailleurs, tu peux remettre le micro parce que mon téléphone
s'éteindre ton micro de l'ordinateur. Et par ailleurs, une plongée dans les plus grandes profondeurs du transcendantal. Alors on a, je suppose, nous des questions sur tout ça, mais d'abord on ouvre les questions à la salle. On n'a pas énormément de temps pour les questions parce qu'on est censé quitter la salle à 7h. Alors je ne sais pas dans quelle mesure on nous laissera déborder et dans quelle mesure on sera contraint, on verra bien. Donc on ouvre le débat. Si vous avez des questions, je m'adresse également aux personnes qui sont sur Zoom avec nous. Alors évidemment, je n'avais pas prévu d'utiliser mon téléphone qui évidemment vient de s'éteindre malgré la prise où j'ai branché. Donc je ne sais pas si quelqu'un dans l'assistance ici a des questions. Sinon, moi je peux commencer. Sinon je donne la parole à Laura. Déjà, merci beaucoup pour cette magnifique intervention. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve et qui est une question peut-être de compréhension. Vous avez insisté sur la nécessité d'intégrer la genèse réflexive du savoir au sein de l'expérience phénoménologique. C'est donc votre projet d'une logique transcendantale générative. Et d'un côté, il me semble que vous avez insisté sur la nécessité donc de faire de la genèse du savoir vraiment un phénomène phénoménologique à la faveur d'un redoublement de l'apparaître. Vous avez mentionné l'apparaître de l'apparaître. Mais de l'autre côté, à un moment, vous avez affirmé que la logique transcendantale que vous visez, donc la logique transcendantale non matérielle, ne pouvait se situer dans l'élément de l'intuitif et occasionner un dépassement de la sphère de l'évidence. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a bien une phénoménalité, une apparition de la genèse réflexive du savoir, et cet apparaître demeure-t-il intuitif? Ce qui est peut-être une autre manière de se demander si le transcendantalisme spéculatif que vous proposez demeure phénoménologique et en quel sens. Voilà. Oui, merci. C'est une question qui m'est posée pratiquement systématiquement. Oui. Je dirais que j'en suis venu à l'idée de la construction phénoménologique vraiment à partir de Husserl même. Et ça se vérifie très, très facilement à partir simplement de la succession de mes travaux. J'ai commencé par travailler sur le temps chez Husserl et ensuite d'une façon plus globale sur la question de la constructivité en phénoménologique chez Husserl. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que j'ai un peu dit au début, parce que la phénoménologie n'est pas seulement... Bon, maintenant je vais me faire lyncher par les collègues phénoménologues, mais pour moi la phénoménologie n'est pas seulement une discipline descriptive. Elle n'est pas seulement je veux dire, la validité du fameux principe de tous les principes, qui consiste à dire que tout ce dont traite la phénoménologie se doit d'être exhibé dans une évidence et dans une intuition. Ce principe des principes, je ne suis pas le seul à le remettre en question, à l'interroger. Et justement, de l'intérieur même de certains problèmes phénoménologiques cruciaux, comme par exemple la question de la temporalité, la temporalité originaire, la question du statut de l'ego. Toute la 5e méditation cartésienne interroge la dimension intersubjective de l'ego. Mais bon, comment comprendre ça ? Ça se présente d'une façon différente, mais assez semblable par rapport à la question du temps, enfin, du rapport entre le temps objectif et le temps subjectif. Et on peut effectivement lire aussi déjà la 5e méditation comme un texte qui développe une construction phénoménologique. Alors, c'est vrai que Husserl, quand il parle de la construction, il est toujours très sceptique et il rejette ça. Mais à partir des années 30, où il était en contact permanent avec Fink, qui dans la 6e méditation cartésienne a développé précisément le sens d'une phénoménologie constructive, à partir de cette influence ou de cette fréquentation de Fink,
Husserl était lui-même amené à interroger autrement ce statut de la construction. Mais évidemment, votre question est très importante et très, disons, porteuse par rapport à, disons, à la phénoménologie elle-même. C'est vraiment une question interne à la phénoménologie. Est-ce qu'on a besoin de maintenir l'apparaître de l'apparaître comme donation intuitive? Moi, je trouve précisément la phénoménologie est la plus intéressante là où elle touche les limites de ça, hein, et où peut-être elle les transgresse aussi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, pareil, si personne... Oui, allez-y. Vous n'avez pas beaucoup parlé finalement de moi, ce qui m'intéresse, mais du côté très subjectif finalement chez Husserl, du basculement vers le solipsisme, et aussi le fait que c'est aussi un petit peu l'être de l'homme qui revient, par exemple le clignotement de l'être qui revient sous le solipsisme à la fin de son travail, et d'une autre manière qui tire plutôt vers la psychologie et peut-être l'inconscient. Et du coup, on est un peu là aussi aux limites du transcendantal. Peut-être à la fin, vous avez un peu esquissé peut-être quelque chose vers la métaphysique, naturelle ou autre chose. Peut-être vous pouvez en parler un petit peu ou pas. Oui, merci. Oui, donc, par rapport au statut subjectif, voire solipsiste, en fait, la mise en évidence de la sphère pré-phénoménale ou pré-immanente, c'est le contre-argument le plus massif d'un point de vue phénoménologique à l'encontre d'un subjectivisme ou d'un solipsisme. Parce que nous atteignons là un registre ou une sphère qui est en deçà du sujet, et même en deçà de la scission du sujet et de l'objet. Et après, c'est une autre question fondamentale de la phénoménologie, de savoir est-ce que la phénoménologie se doit d'aller vers quelque chose que Patočka avait appelé une phénoménologie asubjective. Est-ce que ça a exactement un sens? Bon, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Je ne pense pas du tout qu'il faille abandonner le sujet ou le soi, hein, et c'était d'ailleurs le sens de la genèse du soi dans la matrice générative du sens se faisant, de le mettre en évidence. Mais il est très clair que la perspective ici esquissée, même si elle se revendique d'une phénoménologie transcendantale, elle n'est pas phénoménologie transcendantale au sens trop étroit et trop souvent mal utilisé d'un subjectivisme. Il y a la possibilité d'aborder la question du transcendantal en dehors du subjectivisme, et c'était précisément la raison pour laquelle au début j'avais rappelé les trois définitions du transcendantal. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Alors moi, je vais me permettre une question un petit peu, un peu lourde dans ses conséquences, parce qu'elle met en relation ce que tu dis avec beaucoup de choses qui en sont très éloignées. Mais en fait, quand on fait cette plongée au cœur de la corrélation, parce que c'est ce qui m'a frappé, qui est d'ailleurs dans le prolongement de ce que fait Husserl dans les idées, finalement, où lui-même il explore de plus en plus profondément ce qui se passe dans cette corrélation analytico-noématique. Je me demandais ce qu'on atteint, est-ce que c'est le réel ou est-ce qu'on s'éloigne du réel finalement? C'est une manière de poser la question aussi de la réponse que tu fais dans Qu'est-ce que la phénoménologie transcendantale aux arguments de Quentin Miyasu contre le corrélationnisme. Donc, c'est la question que je voulais poser, c'est simplement le rapport justement entre cette pensée et le réalisme. Est-ce que vous pourrez préciser un petit peu les choses? Oui, j'en ai très 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 peu parlé juste à la fin en 2 phrases, et c'est évidemment très très loin d'être satisfaisant et assez. Ouais, la question elle est vraiment extrêmement massive. Oui, ça peut être que quelques mots. Oui.
Alors, l'accent ici n'était pas mis sur cette problématique-là. Hein, j'ai essayé de développer ce que j'ai nommé en empruntant une formule très heureuse de Fausto Fraisopi, hein, l'idée d'une... Ici présent sur Zoom. Bonjour Fausto. D'une phénoménologie radicalisée. Hein, et cette phénoménologie radicalisée, si elle opère de l'intérieur même disons, des paramètres de la phénoménologie, elle passe d'abord au niveau d'une réflexion de ces paramètres. Et la question, il y a deux questions. La première question, c'est dans quelle mesure ce qu'on entend là est réel, et une autre question, c'est comment rendre compte du réel dans une perspective phénoménologique si, par l'époque et la réduction, on met d'abord la question de l'être en suspens. Hein, ce sont deux questions qui sont liées, mais qui sont quand même séparées. Et je dirais que par rapport au second point, l'idée de procéder à des constructions phénoménologiques qui ne sont pas d'ailleurs complètement dénuées de toute forme d'intuitivité. Hein. Fink lui-même, par exemple, parle d'une intuition constructive. Oui, voilà, c'était ça. Et je le disais par rapport à Fichte, c'est totalement essentiel de s'interroger toujours sur la dimension intuitive du mode opératoire transcendantal. Hein. Et c'est ça qui répond à la question du statut réel de ces ingrédients transcendantaux. Mais l'autre question, celle de comment rendre compte du rapport au réel, hein, ça c'est une autre question dont j'ai traité dans le dernier chapitre du clignotement de l'être, et aussi un peu à la fin de qu'est-ce que la phénoménologie transcendantale. Je veux bien en parler, mais ça ne peut pas se faire en quelques phrases. Hein. Ça va un peu, malheureusement, sortir du cadre. Ça dépend des limites, non pas du transcendantal, mais de notre temps. On a une question sur... existe-t-il une relation génétique entre les différents niveaux, ou bien ne se cristallise-t-il pas nécessairement en eux? Je veux dire, cette phénoménologie radicalisée changerait-elle les différentes strates si nous pouvons, à partir de la connaissance, voir la strate la plus basse? Donc voilà, j'ai l'impression que c'est sur la relation génétique entre les différents niveaux eux-mêmes. Oui, ils sont très très clairement liés, ces strates. D'ailleurs, chaque strate découle de la précédente, précisément moyennant le processus autoréflexif. Mais c'est peut-être pas la meilleure façon d'en parler de façon aussi condensée oralement. Il faudrait prendre plus de temps, plus déplier ces différentes strates, et ça se fait un peu mieux à l'écrit qu'à l'oral, ou peut-être dans l'échange vivant de la discussion. Mais en tout cas, oui, ce lien génétique est absolument là, et si ce n'était pas le cas, ça ne pourrait aucunement tenir. Eh bien, merci infiniment. Je pense qu'on peut peut-être clore la séance, parce qu'après, j'ai peur qu'on se fasse chasser, parce qu'on nous avait dit que c'était à 7h vraiment qu'il fallait quitter les lieux. Donc un immense merci à Alexander Schnell. Merci à vous.